Salut et bienvenue dans l'Arsenal Supporter Club France podcast. Aujourd'hui, nous avons un VIP, Monsieur Philippe Auclair. Salut, salut. Salut à vous. Pour ceux qui le connaissent pas, il est consultant Première Ligue et foot anglais, voire britannique sur RMC. On peut le retrouver sur Eurosport.fr, dans France Football tous les mardis, ou même dans deux livres, Thierry Henry, Lonely at the Top, et Cantona, le rebelle qui voulait être roi. Voilà, et pour l'interviewer, j'ai avec moi ce soir Vincent, le président de la SFR avec moi. Salut. Oui, bonjour, salut. On va commencer tout de suite, Philippe, hein. Tu es écrivain, consultant, journaliste. Oui. C'est comment toi tu te définis en fait? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Je suis dans le football, je suis dans la musique. Je suis, oui, je sais lire et écrire. Voilà, c'est comme ça que j'essaie peut-être de résumer la chose. J'écris sur le football, j'écris sur la musique, et dans une variété de médias, mais également des médias britanniques, hein, parce que j'ajouterais le Blizzard à la liste, qui est importante pour moi, et pareil, le magazine américain également. Donc, si tu veux, je mène une existence d'amateur de football, d'amoureux du football, qui a la chance de pouvoir gagner sa vie en regardant du football et en parlant. C'est un peu comme ça que je le définirais. D'accord, d'accord. Eh bien, tu t'es jamais caché, t'es un fan d'Arsenal, Ah ouais. oui. Et Oui, c'est oui. assez rare. En général, ceux qui sont devenus journalistes, consultants, ils renient un petit peu leur club, ils le Oui, cachent. écoute, je pense que c'est un truc très français parce que Ouais. bon, qui me concerne pas tellement parce que je suis arrivé, j'ai quitté la France très très tôt et je suis arrivé en Angleterre très très tôt également et j'ai jamais senti chez mes collègues anglais ou britanniques le sentiment qu'il fallait nécessairement taire ton affection, ton amour pour un club en particulier puisque moi je viens d'une culture de club avant toute chose, avant d'une culture d'équipe nationale et que ça serait être un peu malhonnête que de taire son appartenance. Quand je dis appartenance, c'est une appartenance tout relative, c'est une appartenance au club plutôt qu'à l'équipe, à un club particulier. Donc, je vois vraiment pas où est le problème. Au contraire, je dirais qu'il y a un problème si jamais tu écris pour le football, sur le football et pour le football, et que tu ne reconnais pas le fait que ton attachement au ballon est d'abord dû au fait que tu as eu une connexion avec un club, avec une équipe particulière, et que c'est quelque chose qui te pousse, c'est quelque chose que tu as en toi. Pour moi, c'est bon. Moi, je suis normand, donc on a toujours été regardé de l'autre côté de la Manche, et c'était, tu vois, pour moi, supporter du Havre au départ, c'est regarder du côté des clubs du sud de l'Angleterre comme Portsmouth, Bournemouth, Southampton, etc. Puisqu'on avait une épreuve de coupe contre eux amicale pendant l'été. Je parle il y a longtemps, hein, de ça. Mais ça veut dire surtout dire regarder de l'autre côté de la Manche. Et en ce qui me concerne, ça a été Arsenal depuis maintenant, la vache, 35 ans. Donc, Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. non, comme tu dis, merci. Et justement, Sympa. non, tu sais que je te taquine un petit peu. Comment t'arrives à te justement, parce que tu parles du football en général et même des fois tu es sévère avec Arsenal, des fois tu es gentil, mais tu restes, t'essaies d'être objectif au maximum. Et comment on arrive à séparer cette vision Ah, fan et journaliste? j'essaie d'être juste, être objectif. C'est une notion que de toute façon, que je remettrai en question pour Ouais. commencer. Mais être juste, ça signifie que tu apprends, je pense que c'est avec l'expérience, tu apprends à prendre une certaine distance vis-à-vis de ce que tu regardes, de ce que tu vis quand tu vas au stade ou lorsque tu reçois des informations. Ça signifie le refus de l'inféodation, c'est très important. Ça signifie ne pas essayer même si tu as des contacts à l'intérieur du club que tu soutiens, même si tu as une relation privilégiée avec ce club, tu essayes de faire en sorte que ça ne phagocyte pas ta perception de ce club, de ce qui se passe à l'intérieur du club. Et je te dis, je prends l'exemple de mes confrères anglais avec lesquels j'ai au passage peut-être beaucoup plus de choses en commun que j'en ai avec mes confrères de France. Pour une raison toute simple, c'est que je suis ici depuis plus d'un quart de siècle. Je vois Rory Smith du Times, c'est un fan de Leeds. Jonathan Wilson, c'est un fan de Sunderland. Martin Samuel, c'est un fan de West Ham. Paddy Barclay, c'est un fan de Dundee. On est tous absolument ouverts vis-à-vis de ce genre de choses. Ça nous empêche absolument pas de faire notre travail de manière équitable et de savoir mettre au placard
tes affections et tes amours, parce que ton affection et ton amour, et je pense que c'est une chose peut-être qu'on a du mal à comprendre en France. Vous m'excuserez de cet aparté, mais c'est pas une inféodation ou c'est pas un amour vis-à-vis d'un régime présent. C'est un amour vis-à-vis d'une structure qui est en place depuis plus d'un siècle. Mm. Et moi, les gens pour Arsenal, Arsenal pour moi, c'est pas, ça reste Highbury, pour moi, ça reste Chapman, pour moi, ça reste le Woolwich Arsenal, ça reste Ted Drake et Alex James et ça reste, tu vois, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le présent. Donc, de cette façon-là, tu as un rapport à ton club qui est, je pense, un peu plus détaché, tout en étant tout aussi profond. Et il y a des choses dans le club qui actuellement, en tant que fan, me font me poser des questions. Et il y a des choses que je dois également analyser en tant que témoin de ce qui se passe et tenter d'être aussi équitable et juste que possible. Et si tu ne comprends pas, et ça c'est un truc auquel je reviens toujours, si tu comprends pas ce qu'est la relation d'un supporter à son club, je pense pas que tu puisses comprendre grand-chose au football et en particulier au football anglais. Ouais. Non, mais c'est bien résumé, merci. Avant de parler d'Arsenal, on va parler plus particulièrement de ton livre sur Thierry Henry. Bon, j'ai lu les deux, j'ai adoré celui de Cantona, j'ai pas vraiment connu l'époque Cantona en première ligue et j'ai plus connu Ouais. Thierry Henry, mais c'est vrai que j'ai adoré, j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas. Et est-ce que tu as quelques retours que ce soit des gens du club, de l'entourage de Thierry Henry sur ton livre sur lui? Non, 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 non. Thierry était au courant du livre, était au courant du fait que j'écrive le livre. Je l'avais informé indirectement puis directement. Il n'y a eu aucune coopération de la part de Titi pour la rédaction du bouquin, au sens où il m'a donné une interview, il a répondu à des questions précises ou quoi que ce soit. Par contre, il a absolument pas essayé de me mettre des bâtons dans les roues pour ce qui est de parler à ses anciens coéquipiers ou prévenir, tu vois, les mecs du club, que ce soit à Monaco, à la Juve, à Arsenal, au Barça, voire même à New York, tu vois, aux Red Bulls. Il a absolument pas essayé de me mettre des bâtons dans les roues, donc ce dont je le remercie d'ailleurs. Mais à côté de ça, c'est un bouquin que j'ai écrit sans avoir l'aval de Titi, sans avoir sa bénédiction et sans avoir son apport. Donc que les choses soient très claires à ce niveau-là. Ça avait été exactement la même chose pour le bouquin sur Canto. Et je, je te dirais une chose, je vous dirais une chose, c'est que je pense que c'est peut-être une façon plus saine d'écrire ce type de livre, quel que soit encore une fois le rapport affectif et émotionnel qu'on puisse avoir aux joueurs en tant que joueur, mais qui est de se situer dans un espace qui est en dehors des perturbations ou que ça pourrait créer si jamais tu te mettais en cheville ou si jamais tu étais en contact plus rapproché, dirons-nous, avec le joueur, avec son entourage. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout. Au contraire, je dirais pas que je m'en félicite parce que c'est pas une décision dont je me félicite. J'aurais beaucoup aimé pouvoir parler avec Titi de quelques aspects particuliers, si tu veux, de sa carrière, à Arsenal en particulier, de lui poser des questions, d'essayer d'éclaircir certains points qui étaient plus obscurs pour moi. Ça n'a pas pu être possible. Je ne pense pas que ça le mise au livre de manière organique. Mais d'un autre côté, ça m'a évité bien des problèmes parce que ça évite encore une fois ce principe, cette idée d'inféodation qui m'insupporte totalement, que je sois fan d'Arsenal ou pas. Non, peut-être que Vince veut dire un mot du livre, parce que je sais qu'il l'a lu et aimé. Ouais. Non, je voulais dire par rapport à ce que vous venez de dire, et en plus de ça, on peut dire que ce livre est vraiment objectif par rapport à Henri, c'est vraiment neutre en fait. Il y a vraiment pas de, on peut pas dire qu'elle a été influencée par l'entourage de Thierry. Et Non, pas du tout. Mais en même temps, tu peux dire aussi que c'est une lettre d'amour, hein, parce que ça, je oui, m'en cache pas. exactement. Je m'en cache pas, et je pense que tous les masques tombent dans le dernier chapitre. J'ai absolument aucune honte à dire que lorsque Titi a marqué le but contre Leeds, j'étais dans un état second ou tierce ou quart. Tu n'es pas seul. Et en plus, tu devais être au stade, donc ça devait être encore plus magique. J'étais au stade et je peux te dire une chose, c'est que dans la tribune de presse, on était tous là et beaucoup des gens, tu sais, tu développes une affection particulière pour le club que tu suis semaine après semaine. Et lorsqu'on voit Titi faire ce qu'il fait et surtout la manière du but, tu vois, quand tu vois l'appel, quand tu vois la passe, la façon dont il repique à l'intérieur et la frappe enroulée,
Oh la vache, C'est 100%. Hein. Alors, c'est d'une telle beauté, et tu vois en plus la réaction de Thierry et cette espèce de joie absolue qu'il habite ce qui est et qu'il rare en mérite plus. Hein. tellement, qui est tellement rare chez lui et qu'il a très rarement montré. Peut-être c'est le jour peut-être où il l'a montré de la façon la plus directe et la plus absolue. Et cette communion qu'il y a entre lui et son public, il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre pour être un fan de Tottenham pour pas s'en rendre compte. Mais c'est ces moments-là c'est des vrais moments de football et c'est les moments où tu te rends compte que Thierry Henry est un vrai joueur de football, que Thierry Henry est vraiment un gunner et que au-delà de l'appartenance, tu vois, du sentiment de fidélité qu'un joueur peut avoir vis-à-vis de son club, qui est également partagé par des gens comme Patrick Vieira, par Robert Pires, par Dennis Bergkamp, par Martin Keown, tu pourrais en citer tellement. Mais quand un joueur a très rarement l'occasion de pouvoir vivre cette appartenance d'une telle manière. Et c'est un moment d'une telle beauté, ça transcende complètement l'appartenance au club. Ça transcende tout. Et encore une fois, si tu voyais la même chose pour un joueur de Tottenham, je pense que je ressentirais peut-être pas aussi intensément parce que c'était Titi et Arsène dont on parlait, mais c'est des moments très rares dans le football d'aujourd'hui. Un retour de Jermaine Defoe à Tottenham. Ah, écoute, Jermaine Defoe, le tour d'honneur de Jermaine Defoe à Tottenham, j'étais là, je suis resté, Hein. la plupart de mes confrères avaient quitté le stade, moi je suis resté pour voir Defoe, j'étais là pour son dernier match en Oui, championnat, parce qu'il a joué également en Europa League, hein, n'oublions pas. oui. Et c'était très émouvant, et il a été porté en triomphe par ses partenaires. C'est un garçon qui est très complexe et qui a une relation, qui est quelqu'un d'un petit peu bizarre à certains points de vue, mais d'un autre côté, il y avait vraiment énormément d'affection entre son public et lui-même, et bah, c'est des choses magnifiques. C'est des Ouais. choses comme seul le football, enfin seul le football, en tout cas comme le football en offre. Je dirais en particulier le football anglais, qui est un football qui a une mémoire et un devoir de mémoire. On l'a vécu l'été dernier avec le départ de Ferguson. C'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que même moi, bon, je suis pas fan de United, loin de là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Ferguson faire son speech et tout, ben, je l'avoue, j'ai une petite larme à l'œil, même si c'est Ferguson, c'est l'ennemi un peu d'Arsène, c'est l'ennemi juré de Wenger un peu dans les résultats, etc. Mais c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher d'avoir une émotion parce que c'est une part du football qui s'en va, quoi. C'est une part du football anglais. C'est ce que j'aime, donc c'est vrai que Bah, c'était un peu c'est le spécial. football de club, c'est aussi bête que ça. Et c'est un truc, c'est un des problèmes que j'ai, si tu veux. Bon, je travaille beaucoup, tu l'as dit, avec, bon, je travaille avec RMC, je travaille avec France Foot, je travaille avec Eurosport. Et c'est un peu un problème culturel que j'ai, en ce sens que je pense d'abord football en termes de football de club plutôt qu'en football de sélection. Mmh. En termes de football de sélection. Et donc, lorsque tu as je sais pas, encore une fois, tu as le comportement des supporters ce week-end, les semaines qui sont passées depuis le décès de Tom Finney. Je devrais dire Sir Tom Finney. Et quand je vois la façon dont les supporters de tous les clubs, je dis bien tous les clubs à quelque niveau que ce soit, sont là avec les supporters de Preston pour apporter leur hommage, apporter leur émotion et de manière sincère, je me dis je suis là où je veux être, c'est-à-dire que c'est un football d'appartenance. Et qui dit appartenance ne dit pas allégeance aveugle. C'est complètement différent. C'est une implication personnelle et émotionnelle qui est comme dans une histoire d'amour. Et pourquoi en avoir honte? Tu vois, c'est de la même façon lorsque je vais à Fulham et que je vois quand je suis dans le stand de la presse et que je vois le grand portrait de Johnny Haynes à ma droite, là au fond au fond du stade, ou que tu vas aller à West Ham et que tu verras le stand pour Bobby Moore, ou tu vois, ou ce que les supporters de City ont fait pour Bert Trautmann, etc., etc. Et moi, je compare, et c'est un exemple, et j'insiste, je persiste et je signe. J'ai été malade, je dis bien malade et émotionnellement lorsque, après le décès d'Armand Pinverne, qui était rien que le capitaine de l'équipe de France en 58 contre les Allemands quand on les a battus pour la 3e place à la Coupe du Monde, et que je me rends compte qu'on n'a pas été foutu de faire une minute de silence, d'avoir un brassard pour nos joueurs, alors qu'on jouait contre l'Allemagne 2 jours plus tard. Bon, qu'est-ce que tu veux C'est là où tu te dis il y a une différence culturelle profonde
et qui, pour moi, est indicatif d'un mal. Et bon, c'est un sujet sur lequel tu pourrais me lancer, je t'en parlerai Oui, je vois ça, je vois ça. Non, mais dans j'en des ai heures, déjà. parce que c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Je veux dire, pour moi, le football est d'abord, c'est une histoire, c'est quelque chose, ça fait partie du tissu de ta vie. Tu as le sang qui pulse dans tes veines, et t'as également cette espèce de fidélité à un club, à une équipe, je ne sais pas, à des joueurs. C'est un concept en France, ça. Mais je me pose la question C'est, mais aussi, en est-ce France, t'en as aussi. Je veux dire, il ouais. y a Je plein de taquine clubs un dans le peu, mais SLK. Hein, je veux dire, je suis en contact avec les gens du FC Nantes en ce moment. Je sais que les supporters du FC Nantes, c'est des mecs qui ont le cœur au bon endroit. Hein. Il n'y a pas de Ouais. problème. Hein. ça, nous sommes d'accord. Vince, ça un mot et après Ouais, on non, va passer à j'ai Arsenal. peut-être une théorie aussi, parce que c'est vrai que les supporters en France sont peut-être un peu moins vieux, moins âgés qu'en Angleterre, où on voit dans les stades où il y a une moyenne d'âge assez élevée. Ouais, ça C'est le- dépend, ça dépend. Tu sais, tu Les vois la clubs sont moyenne plus jeunes. d'âge. Tu vois, mais je sais pas, c'est très mélangé. Tu vas à l'Emirates, je pense que tu verras une moyenne d'âge de spectateurs qui est, elle a baissé d'ailleurs, mais on se situe. Gazidis avait donné les âges exacts. Et Moi, j'avais entendu 40 et quelques, 41 ou quelque chose comme ça, mais 41, quelque chose comme ça, ouais. Ce qui ouais. me paraît à peu près logique. Et de toute façon, dans la pyramide des âges, c'est jeune comparé à la Oui. population. Ah ouais, j'ai pas Mais, dit que c'était vieux. mais c'est vrai que c'est le football n'est pas quelque chose que l'on quitte parce que l'on passe la trentaine, si tu veux. Je vais te donner un exemple très précis. Je donnerai pas de nom, mais j'étais en compagnie il y a 2 jours de ça. On est Hum. allé dîner avec des copains et on était dans un endroit que j'aime beaucoup, dont je ne vais pas citer le nom, mais j'étais avec euh, je vais citer des noms, cela dit. Pourquoi pas citer des noms? Personne n'écoute, Oui, hein, non, tu mais peux y aller. ils vont pas m'en vouloir. Mais j'étais avec mon épouse, qui est pas vraiment foot. J'étais avec un pote qui est supporter de Manchester City, mais qui est plutôt cricket. J'étais avec un ami qui est supporter de Preston North End. J'étais avec l'ancien batteur des Sex Pistols, Paul Cook, qui est un supporter de Chelsea. Ah ouais. J'étais avec une chanteuse d'opéra qui s'appelle Joan Rogers, qui est supporter des Gunners. J'étais avec un éditeur qui lui aussi est supporter des Gunners. Donc c'était assez mélangé. Mais c'était Mais en bon, Angleterre? mais tu vois, je me disais une scène pareille ailleurs qu'en Angleterre, c'est pas possible, Bah quoi, voilà, oui. Ouais. parce que t'es en compagnie d'intellectuels entre guillemets, de gens de la musique et tout ça. Et je veux dire, c'était pas une soirée VIP avec le cordon de volant rouge. On était dans un pub tranquille, tu vois, à Mhm. discuter entre nous. Et, euh, et on a parlé de foot et on a beaucoup parlé de foot. Et j'imagine mal, je connais pas beaucoup de chanteuses d'opéra françaises qui pourraient me parler de l'Olympique Lyonnais comme John me parlait d'Arsenal, quoi. Et, et je veux dire, les gens n'en auraient aucune honte. Ça fait même ça fait partie de leur vécu. C'est quelque chose qui pour moi est peut-être ce qui est le plus précieux dans le football anglais. Tu vois, quel que soit le club dont tu te sens proche, c'est-à-dire que ce soit un club de quatrième division, c'est comme, je sais pas si vous avez vu cette histoire là récemment j'ai fait un truc pour France Foot pour mardi prochain sur ce milliardaire, enfin millionnaire pardon de Liverpool qui donne sa loge à des enfants malades. Ah non, Ah j'ai non, pas j'ai vu. pas vu ça. Ça s'appelle Box for Kids. C'est une histoire absolument extraordinaire et franchement, ça te dit tout sur ce que c'est que d'avoir une relation avec ton club qui est aussi profonde que ça. Bah, des gens qui se souviennent d'où ils viennent, quoi, tout simplement. Et Oui. c'est ta ville, c'est ton club, c'est ton quartier, qu'est-ce que tu veux, c'est tes joueurs. Et ça c'est non, ben, qu'est-ce que tu veux? On parle d'Arsenal, mais on pourrait parler, c'est vrai, et c'est vrai pour Arsenal, mais on pourrait en parler pour, je dirais pas n'importe quel club en Angleterre, mais heureusement pour énormément, des dizaines et des dizaines de clubs en Angleterre. Ouais. Ouais. On va en venir un petit peu sur Arsenal. On parle, le temps passe vite. Mhm. On en parlait tout à l'heure vite fait en off. On a vu deux Arsenal cette saison, celui de août à décembre avec du beau football, des bons résultats pour la Ouais. part. Bon résultat plutôt que bon football, parce que Bon, le bon football, c'est plutôt jusqu'au mois d'octobre-novembre, hein. oui, voilà, je voulais résumer, mais c'est vrai que tu m'as bien repris. C'est vrai que bon, en globalité, nous avons vu du beau football entre août et décembre, mais pas tout le temps. Et une fois que Ramsey était blessé, je pense parce qu'il a un peu trop joué. Est-ce que tu peux nous expliquer justement les deux différences entre ces deux Arsenal? Est-ce que toi tu ressens depuis le stade quand tu les vois?
Bah écoute, je pense que Ramsey c'est un petit peu l'homme oublié parce que l'Arsenal si convaincant après la défaite contre Villa, ne l'oublions pas, Oui. qui négocie un tour préliminaire de Ligue des Champions qui est quand même vachement compliqué, qui ensuite enchaîne victoire sur victoire, est capable d'exploiter un calendrier très favorable, ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs saisons, mais l'exploite de manière remarquable. Nous fait 20 premières minutes contre Naples qui sont de rêve, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois Giroud qui claque, tu vois vraiment la charnière entre Père et puis le COS qui fonctionne du feu de Dieu. Tu vois Gibbs qui continue de progresser. Tu regardes partout dans l'équipe et tu te dis, purée, c'est une équipe. Tu vois Cazorla également qui est en très très bonne forme et qui en est redescendu depuis. Et tu te dis, qu'est-ce qui est la différence entre cette équipe-là et celle qu'on voit aujourd'hui? Et tu te dis, ben ouais, Aaron Ramsey, il est pas là. Aaron Ramsey, le buteur patenté, l'homme qui cadre toutes ses frappes. Tu te souviens peut-être des stats qu'il y avait de Il avait dingue. 10 tirs, 9 buts en début de saison, je crois, c'est ça, hein? C'est 9 sur 10 ou 8 sur Ouais. 9, un truc comme ça. Et une confiance absolue. Puis la prise de risque également dans la verticalité du jeu, ce qui est un truc absolument crucial pour le jeu d'Arsenal. Il faut que tu aies des joueurs, parce que tous les joueurs qui sont dans cette équipe sont des joueurs qui peuvent faire circuler le ballon dans les 40 mètres. Il n'y a aucun problème en première touche, première intention. Tu vois, des joueurs qui techniquement sont au top du top. C'est pas un problème. Par contre, lorsqu'il s'agit de trouver la verticalité dans le jeu, tu as des joueurs qui sont moins aptes à le faire que d'autres. Et je pense qu'il y a deux joueurs qui le font plus que d'autres dans ce groupe. C'est Rosicky et Ramsey. Je m'en doutais, c'est Rosicky, c'était obligé qu'il aille dans la conférence. Quand on parle de jouer vers l'avant, il y a Rosicky, ça, c'est un Oui, peu notre chouchou ici, hein, Philippe. Oui, comme dans beaucoup d'autres endroits, je peux vous le dire. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir des appels du mouvement autour du porteur de balle, ce que faisait énormément Ramsey, et depuis qu'il ouais, est c'est plus vrai là, aussi. on en C'est voit vrai. moins, quoi. C'est vrai. C'est vrai parce que la prise de risque est pas seulement dans le fait de faire la passe, c'est également dans le fait d'avoir le courage de trouver des petits espaces dans lesquels tu sais que tu sauras exploiter le ballon. Et ça, c'est un truc que j'entends beaucoup d'entraîneurs dire aujourd'hui. J'ai entendu Hodgson en parler hier soir après le match contre le Danemark. J'ai entendu Rodgers en parler. J'ai entendu Martinez en parler. Donc, on parle pas de crêpes ici. On parle d'entraîneurs qui se rendent compte que dans le jeu contemporain, où tu as une telle pression qui est mise sur le back four et sur les relanceurs et relayeurs habituels, que tu dois avoir le courage de passer le ballon dans des petits espaces. Alors, le courage vient de celui qui fait la passe, mais le courage vient aussi de celui qui va faire l'appel, va trouver les 30 centimètres, parce qu'on parle d'espace de ce type-là aujourd'hui. Hein. Et ça, je pense, tu vois, c'est un truc dont on ne se rend pas compte si on va pas au stade. Ben c'est ce que je dis souvent, et moi c'est ce qui m'a frappé, parce que bon, avant qu'on affronte le Bayern, je me suis dit, bah comme on les présente, on fait une présentation dans le podcast avant le match, je me suis dit, je vais les regarder quelques fois pour savoir de quoi je parle quand même. Ouais. Donc il y avait le match d'Arsenal à 14h, le match du Bayern à 16h. Ah ben j'ai vu la différence. La différence, elle m'a vraiment sauté aux yeux. C'était hallucinant quoi. C'est Mmh. vraiment la différence. Tu vois, quand t'enchaînes les deux matchs comme ça. Pourtant c'est un match qu'Arsenal avait gagné, c'est tranquillement. Mais vraiment la différence te saute aux yeux et les mouvements, les appels autour du porteur de la balle que Arsenal compare au Bayern, c'est un autre monde et c'est ce que Pep a enfin a apporté en plus d'Heinkes. Oui, enfin, ils étaient déjà là du temps Oui, oui. d'Henkel, mais il a apporté ça, il a apporté en plus de ça, il a eu ce coup de génie d'essayer l'âme en position de premier relayeur ou je sais pas comment tu pourrais l'appeler, parce que c'est nouveau quoi. Je veux dire, d'ailleurs des joueurs comme Philippe Lam, il y en a pas d'autres dans le football mondial aujourd'hui, il y en a pas d'autres. Euh, L'intelligence de Guardiola et l'intelligence d'un très grand entraîneur, c'est que ce sont pas des gens qui arrivent avec des schémas tactiques fixes et qui les appliquent quel que soit le groupe de joueurs auquel ils aient affaire. Le génie tactique d'un entraîneur, c'est d'avoir une idée de jeu, une philosophie de jeu, de pouvoir l'adapter ensuite dans la mise en place en fonction des joueurs dont tu disposes. Guardiola, il arrive du Barça, enfin après son année sabbatique, il débarque au Bayern, il a une culture de club qui est complètement différente. On a dans la culture du Bayern, tu as également l'utilisation du ballon direct vers un numéro 9 pivot qu'ils ont eu avec Gomez, qu'ils ont avec Mandzukic, etc.
Il se rend compte qu'il a un joueur exceptionnel qui s'appelle Philippe Lam au niveau de l'intelligence tactique, de la technique du placement, des déplacements, etc. Et il se dit, mais pourquoi j'utilise pas ce joueur dans un rôle où il peut être beaucoup plus important que comme tu vois, arrière droit ou arrière gauche. Souvenez-vous, hein, il a été arrière gauche, le but contre le Costa Rica en 2006. Ouais. Et c'est là où tu vois la différence entre le bon, le très bon et le très très grand entraîneur. Et là, on parle du plus grand entraîneur de la planète. Euh, Arsène, il est pour ça intéressant parce que je pense qu'il est un peu plus fluide aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé, mais il garde une certaine rigidité dans la façon d'organiser son équipe. Tu sais quand même, malgré tout, t'es à peu près, tu sais qui est disponible, qui n'est pas blessé, tu as une idée relativement précise de qui va être sur le terrain. C'est rare qu'on ait de grosses surprises au niveau de mise en place avec Arsène, par exemple. Ça veut pas dire qu'il soit nul, hein, mais au niveau tactique, je veux dire, j'irai pas aussi loin que ça. Ça veut dire que sa philosophie du football, elle est un petit peu métatactique. C'est pas quelqu'un qui pense mise en place. C'est pas quelqu'un qui va passer des heures à étudier. Si jamais je mets 1 million en losange, qu'est-ce que ça va faire? Il fait des petites mises au point d'un match sur l'autre, mais c'est vraiment en fonction de ses joueurs, avec au terme l'idée. Je veux qu'il puisse développer cette espèce d'improvisation collective Oui, qui voilà. tient à cœur. Hein, c'est ça son truc. Et ça change énormément en fonction du personnel disponible. Et Ramsey, il apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas. Et Mikel Arteta apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas. Mikel, c'est une certaine sécurité dans la transmission du ballon. C'est un certain sang-froid dans le placement défensif. C'est une recherche de l'équilibre. Avec un tempo peut-être plus lent, même s'il a un petit peu accéléré par rapport au temps où il était à Everton, mais c'est pas quelqu'un qui va rechercher l'intervalle en permanence. C'est pas quelqu'un qui dans les placements va trouver l'intervalle entre le premier rideau de pressing et puis le back four. Alors que tu vois justement, tu vois un Ramsey, la façon dont il va faire son premier déplacement, Mertesacker reçoit le ballon, Koscielny reçoit le ballon de Chesney, tu vois comment Ramsey va se positionner tout de suite, ça va être la recherche de allons vers l'avant en permanence. Et pour ça il manque, mais bon, il va revenir bientôt. Et au bon moment, hein, les gars. Dans le groupe contre le Bayern ou contre Tottenham, sont les derniers bruits qui, en tout cas, vu qu'en plus Jack s'est claqué pour 6 semaines là, ouais, on va avoir besoin d'un Ramsey en très grande forme pour la fin de saison. Et puis on verra Kallström. Oui. La blague. Il n'y a pas un jingle blague là? Non, ouais, on n'a pas de jingle. C'est trop low cost ici. On verra. Je pense qu'on le verra quand même si je pense que Wenger l'a fait venir pour le faire jouer au moins un minimum, quoi. Là, c'est l'occasion vu que Ramsey est blessé. Au moins, il sera sur le banc. Il y a d'autres possibilités. Je veux dire, tu peux avoir un milieu Arteta-Chamberlain, c'est pas un problème. On l'a déjà vu avec Chamberlain dans l'axe. Rosicki peut jouer numéro 8 aussi, non? Excuse-moi? Rosicki peut jouer numéro 8, non? Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Surtout à côté d'un Flamini pour avoir un peu de muscle autour de lui. Oui, non, mais il y a des possibilités. Et franchement, s'il y a un secteur de jeu dans lequel tu peux te permettre d'avoir des absences, absence au sens absence physique, c'est celui-là. Je veux dire, je suis déçu par le fait que Jack soit blessé, par le fait qu'il va encore manquer du temps, etc. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe d'Angleterre parce qu'il sera beaucoup plus frais pour aller au Brésil. Mais enfin bon, s'il y va, parce qu'il y a de la concurrence, mine de rien, à son poste, hein, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Mais a priori, il sera dans le groupe. Mais c'est un secteur dans lequel, à la limite, tu peux, malgré le fait que Jack est en effet quelqu'un qui apporte de la niaque, qui apporte du mordant, qui apporte également par moments des improvisations dont pas beaucoup d'autres soient capables. C'est un secteur dans lequel tu as du répondant quand même. Oui, Flamini, est-ce que c'est pas le meilleur, l'apport le plus important à l'équipe cet été, sa recrue comparé à Ozil, on avait déjà Cazorla qui remplissait le poste de numéro 10 très très bien, mais au niveau de poste de numéro 6, on n'avait personne, et puis surtout dans son profil, au niveau de la hargne, c'est un warrior sur le terrain, c'est vraiment le terme, c'est un guerrier, quoi. Oui, c'est un guerrier, et c'est un guerrier, puis aussi c'est un organisateur. En sens que tu as besoin d'un patron par ligne. Bon, au niveau Chesney est un patron, je maintiens. Il est devenu. Mertesacker. Mertesacker, ça va de soi. Mertesacker est pour moi le joueur de la saison à Arsenal. Depuis le temps que je défends ce joueur et que je m'en souviens. Oui. Je suis d'accord moi aussi. C'est bien de se souvenir parce que
quand il est arrivé, Dieu sait qu'il s'en est pris plein les miches, le pauvre père, etc. Les gens se rendaient absolument pas compte de ce que ça veut dire de passer comme une équipe comme le Werder avec la mise en place qu'ils avaient et un entraîneur comme ils avaient, Thomas Schaaf, pour qui la défense c'est du genre oui, c'est un choix possible, mais c'est pas une nécessité. Même en équipe d'Allemagne, c'est pareil. Il passe à un modèle complètement différent et c'est pour moi le joueur de l'année à Arsenal, le plus régulier, le plus constant, et celui qui a apporté au niveau solidité. Et c'est un vrai patron, c'est surtout ça. Et donc, t'as besoin. Il calme d'ailleurs un peu Koscielny, non? Moi, j'ai l'impression que c'est que le fait que Koscielny ait père à côté de lui, derrière lui, pour le protéger, ça l'aide vraiment en fait. C'est parfait parce que tu as Mertesacker, Dieu sait qu'on l'a dit, répété, etc., que c'est pas le joueur le plus rapide de la planète. Cela dit, il se fait relativement peu souvent passer, parce que on ignore. Et quand il se fait passer, ce que les gens ne remarquent pas, c'est qu'il se fait passer, par exemple, les mecs vont faire un grand pont pour finir près du poteau de corner. Tu vois, c'est-à-dire que ton intelligence de défenseur, c'est pas seulement le fait de savoir de te déplacer très rapidement et d'avoir le bon positionnement, c'est aussi le fait de pouvoir diriger la course d'appel ou la course du mec qui a le ballon vers un endroit où il sera moins dangereux. Donc ça veut dire, si tu sais que tu vas être battu au niveau vitesse pure, ce qui sera le cas de pair très très souvent, ça veut dire que tu vas faire en sorte que ton joueur se déplace latéralement, qu'il se retrouve près du poteau de corner, près de la ligne de touche, etc., où il sera moins dangereux, où tout ce qu'il pourra faire, sa limite, c'est un centre, et après, bon, c'est au mec qui couvre de faire le boulot. Là, en l'occurrence, tu parles de complémentarité. Koscielny est un petit peu impétueux, c'est vrai. Bon, il concède beaucoup de pénaltys, on sait. C'est un truc également que j'ai dit depuis le début, que c'était un des problèmes qu'il avait, c'était qu'il concédait beaucoup trop de fautes, de coups francs dans des zones dangereuses. Chose que je dis également au passage pour Mathieu Debuchy depuis un bon bout de temps, mais personne ne veut m'écouter. C'est de ce point de vue-là, c'est parfait parce que Koscielny anticipe un petit peu les déplacements de Mertesacker et en même temps sert de couverture. Et comme il a quand Gibbs est là, tu as un arrière gauche qui est super rapide. Ouais. Donc Koscielny a besoin de faire moins de travail de couverture qu'il doit le faire pour un Montréal, par exemple. Ça signifie qu'il peut garder un peu plus l'œil sur ce qui se passe dans l'axe et sur le côté droit. Et comme ta back qui est revenu à un niveau quand même très très bon, tu as une défense qui, mine de rien, même si elle s'en prend 6 contre Manchester City, même si jamais elle se ramasse contre Liverpool, tu regardes la moyenne, ça reste très 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 convenable, y compris contre le Bayern. C'est pas forcément un échec de la défense, c'était vraiment un collectif. Ouais, c'était collectif, c'était vraiment toute l'équipe a sombré, quoi. C'est pas que la défense contre ces deux équipes. Non, c'est pas que la défense, et puis il y a des facteurs extérieurs qui jouent également. Ouais. Et puis aussi, si t'es contre City, tu sais que c'est une équipe. Ce fameux match du samedi midi à l'extérieur, c'est pas forcément. On n'a pas beaucoup de bons souvenirs à Arsenal. Cette saison, ouais. Les bons et mauvais points illustrés par des matchs d'Arsenal. Les bons et mauvais points, les bons et mauvais points. Oui, par rapport à un match pour illustrer le. Écoute, je te dirais le match qui m'a énormément déçu, peut-être celui qui m'a le plus déçu, c'est le match contre Stoke. C'est tout frais. Contre les Orques. Non, c'est un match décevant à tout point de vue. D'ailleurs, tu voyais la frime d'Arsène après la rencontre, il n'était pas satisfait du tout. Il a pas essayé de se cacher. Oui. Surtout offensivement, ça illustrait surtout nos problèmes offensifs ces derniers temps là. Oui, non, parce que la main de Koscielny, un autre jour, il n'y a pas péno, etc. Oui, c'est clair. Il n'y a pas péno, on va pas revenir là-dessus, c'est des faits de jeu, il y a péno et terminé, on n'en parle plus. Par contre, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est le fait que tu as encore une fois une équipe qui a énormément peiné à entrer dans le match. Je crois c'est un truc que je dis mais je te garantis depuis plus de 15 ans maintenant avec Arsène à Arsenal, c'est que dans ces équipes, la chose la plus importante, c'est le tempo. Et que si tu n'as pas le bon tempo au niveau du jeu de passe, si tu n'as pas la prise de risque nécessaire, si tu n'as pas la recherche de la verticalité, si tu n'as pas la volonté d'accélérer le jeu, tu te retrouves avec une équipe qui se retrouve un petit peu castrée, châtrée de ses qualités principales. Quand elle s'est attaquée ses matchs au bon tempo, c'est-à-dire un tempo extrêmement élevé, que ce soit dans le pressing
ou dans la transmission de balle, tu assistes à ce à quoi tu as assisté contre Napoli ou contre le Bayern pendant les 30 premières minutes. Ouais, ou contre Liverpool, le 2-0 à la maison, si. Ouais, 2-0 à la maison. Ouais, voilà. Sunderland, bon, ils nous ont laissé beaucoup d'espace, mais on a attaqué ça de la. Ouais, ils avaient la de tête façon- ailleurs, Sunderland. Ils pensaient Oui. à leur finale de Coupe de la Ligue. Hein. Et, et donc, ouais, donc t'as dit Stoke pour illustrer les mauvais points et Naples pour les bons points, c'est ça? Naples et les 30-40 premières minutes contre le Bayern. Franchement, où j'ai été enthousiasmé. Parce que... J'ai entendu sur RMC, tu t'es un peu énervé sur, je sais plus qui était l'animateur. Mais non, mais parce que les gens d'Arsenal. qu'est-ce que tu veux, les gens, tu sais, c'est un truc, mais je commence à m'y faire, j'ai du mal. Mais, et je parle pas seulement pour Arsenal, je parle pour tous les clubs, tous les matchs auxquels j'assiste. J'assiste à un match, j'essaie d'être aussi, je dis pas encore une fois objectif, le mot est mal choisi. J'essaie d'être aussi analytique que possible, aussi juste que possible. Et je juge sur pièce, pas sur les réputations. C'est-à-dire, je vois Manchester City qui perd à domicile contre Barcelone. Je me rends compte. Regardes pas le résultat, tu regardes le match. Exactement. Oui, C'est la même, enfin, c'est ce que je fais pareil, je fais la même chose. Et c'est vrai que ça m'énerve des fois d'entendre, ouais, bah Arsenal, ils se sont fait humilier par le Bayern 2-0. Mais attends, là, Les gens ont pas regardé le match, ils ont juste vu le résultat, la possession ils ont rien 80-20. compris, mais c'est la Voilà. même façon. Si tu veux, tu as un script, tu as un scénario préécrit. Oui, voilà. Si jamais tu ne te tiens pas au scénario préécrit, les gens ont des problèmes parce que ça remet en question leurs idées préconçues, leurs préjugés. Et très franchement, autant je peux avoir des préjugés affectifs et émotionnels pour des clubs ou des équipes ou des joueurs, autant j'en ai aucun lorsque j'arrive à un match. Mais je dis bien aucun. Et ça fait partie des choses que j'ai apprises. Et je prends un exemple que je prends également toujours, c'est la fameuse double confrontation contre le Barça, où Arsenal gagne 2-1, le fameux but d'Arshavin, et Chesney qui a un orgasme dans son but lorsque André marque, et le match retour où Van Persie se fait expulser et Bentner marque la but de l'élimination du Barça, dont on nous dit que c'est la plus grande équipe de tous les temps. Et moi, je reviens toujours à ces deux matchs et je dis à tout le monde, regardez-les à nouveau, analysez-les à nouveau, pensez mise en place tactique, pensez discipline, pensez ceci, pensez cela, et comprenez pourquoi Pep Guardiola, qui n'est rien moins que le meilleur entraîneur de la planète aujourd'hui, vous dira toujours qu'ils ont eu la chance du siècle dans cette double confrontation. Et ça, je n'en reviendrai jamais. Et je me suis pris le bec avec beaucoup de gens à cause de ça qui m'ont dit, de toute façon, c'était écrit. Et je leur ai dit, si jamais Bentner, cette grande asperge, il dévisse pas sa frappe à la dernière seconde et ça fait 3-2, le Barça est sorti. Ou alors si Van Persie contre le Milan quand il y a la balle du 4-0 au retour, elle fait pas un peu n'importe quoi en essayant de faire le beau geste au bon moment, le beau but et tout. Si une vieille frappe de raclure, bah c'est 4-0 et puis bah tu sais pas ce qui se passe quoi. Et c'est comme ça et tu peux dire ça pour Arsenal et tu peux dire ça pour tellement d'autres équipes. Ouais, et simplement c'est un problème que l'on a. Oui, il faut tout de suite, et il faut dans l'immédiat. Et il faut dans le pseudo-immédiat, la pseudo-immédiateté, à savoir qu'il faut que non seulement que tu sois dans l'immédiat, mais il faut en plus que tu réécrives l'immédiat en fonction du verdict que le match a livré. Je me suis fait démolir il y a pas très longtemps sur Twitter et ailleurs quand j'ai dit que le facteur numéro 1 au plus haut niveau dans le football, c'était la chance. Et je suis effaré que les gens ne comprennent pas que c'est la vérité absolue. On le voit bien. Je suis pas le seul à dire ça. J'ai parlé avec Uli Honest, il m'a dit la même chose. Je parle avec Arsène, il me dit la même chose. J'ai parlé avec Rogers, il m'a dit la même chose. J'ai parlé avec Ferguson, il m'a dit la même chose. Je veux dire, ce sont pas des raclures. Ce sont des gens qui connaissent et comprennent le football au plus haut niveau. Ça se joue sur rien. Sur les détails. Sur le fait, sur une décision arbitrale, sur un hors-jeu marginal. Acceptons-le. Ensuite, c'est la capacité de réaction que tu joues. Et c'est là-dessus et c'est ça, peut-être, tu vois, qui est la chose la plus intéressante, c'est que tu vas jouer, tu vas comprendre ce que vaut une équipe, ce que vaut un club, sur ce qu'il fait, mais surtout sur la façon dont il réagit à des choses qui sont de l'ordre de l'impondérable, à savoir la décision arbitrale, le hors-jeu, le but. Tu vois, par exemple, moi, je dis toujours, qu'est-ce qui se serait passé si le but valide de Frank Lampard contre l'Allemagne en 2010, qui ramène l'Angleterre à 2-2, avec une équipe super expérimentée d'un côté et une équipe super jeune de l'autre, je me demande qui est-ce qui passe. Je suis pas certain que c'est l'Allemagne qui passe. Le lendemain, l'Allemagne a gagné 4-1 parce que le but n'a pas été accordé et ensuite l'équipe d'Angleterre perd toute discipline. Et encore une fois, tu réécris l'histoire.
Ou alors, Mais bon, c'est ce manque d'humilité, malheureusement, je suis désolé, les gars, il est visible et sensible partout, et c'est une des choses contre lesquelles je me bats, mais je sais très bien que je suis Don Quichotte contre les moulins à vent, et Tu es vous un êtes. peu seul dans le combat, ou presque, quoi. C'est dommage. Ouais, il y en a d'autres. Je pense que si tu parles à mon ami Polo, il te dira la même chose. J'aime d'ailleurs beaucoup Polo, c'est que j'aime beaucoup. Il est très sympa à écouter. Si tu sais, on est très proche au niveau analyse du jeu, et c'est pas par hasard, mais je pense que si jamais tu parles aux gens qui sont dans The Blizzard et compagnie, ils te diront la même chose. Quand je parle à Jonathan Wilson, qui est guère plus que le meilleur analyste tactique qui écrive aujourd'hui, quand on en parle ensemble, quand on fait nos débats avec The Blizzard, ou qu'on en parle ensemble autour d'une pinte, on est tous d'accord. Je veux dire, le facteur principal, le facteur numéro un dans la réussite d'une équipe, c'est le talent des joueurs. Premier, c'est pas le savoir tactique d'un entraîneur, c'est le talent des joueurs. Le deuxième, c'est en effet peut-être la mise en place et la façon dont un entraîneur va savoir organiser son équipe, la faire répéter ses gestes, etc., ou lui donner la liberté de manœuvre nécessaire les jours de match et une certaine flexibilité vis-à-vis et une compréhension de son effectif. Ensuite, c'est la capacité de pouvoir donner la motivation nécessaire à ses joueurs, et qui est une chose impondérable et encore une fois qui est très difficile à mesurer, mais qui était par exemple la qualité numéro un d'Alex Ferguson, qui était tout sauf un grand tacticien. Oui, il avait un coach tactique, c'est pas lui qui s'en occupait, il avait un coach spécifique pour Oui, ça. Alex Ferguson, du côté tactique, t'inquiète pas, il était au courant de plein de choses, mais il avait surtout à développer cette humilité absolue vis-à-vis de la façon d'approcher la mise en place tactique. Il savait faire confiance à ses analystes vidéo, il savait faire confiance à son second, qui s'appelle Steve McLaren ou Carlos Queiroz ou Mike Phelan ou René Mullenstein et compagnie. Il a su déléguer. Mais à côté de ça, tu as aussi ce facteur de chance absolue. Je suis désolé, quand on parle, tu vois, le grand Barça, et je suis tellement accusé souvent d'être un anti-barcelonien, ce qui est quand même hallucinant. Mais le grand Barça, moi j'étais à Stamford Bridge le jour du scandale en 2009. Bon, il se qualifie, c'est un scandale absolu. On l'a tous vu, je pense, tout le monde a pensé la même. Hein. Tout le monde a pensé la même chose, sauf les gens qui veulent te défendre un club au-delà du club, une équipe au-delà de l'équipe, un entraîneur au-delà de l'entraîneur. Et ce qui me gêne, et ce qui d'ailleurs minimise pour moi ce qu'a fait Pep Guardiola et ce qu'a fait Barcelone à cette époque-là, qui est hallucinant. Je pense que c'est manquer de respect vis-à-vis de Guardiola et de Barcelone que de dire ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le souci d'équité, le souci et parfois la critique et parfois les réserves qu'on peut émettre vis-à-vis de tel ou tel résultat ont à voir autant avec les qualités d'une équipe qu'avec ses défauts. Ça a été, on a eu l'immense privilège de voir une équipe de Barcelone s'exprimer de manière enthousiasmante et en être récompensée avec tant de titres. Euh, Acceptons qu'il y a eu là-dedans un facteur de coïncidence, de chance, mais dont Pep et ses joueurs ont su profiter avec talent, voire même parfois avec génie. pour revenir au livre, justement, la finale de 2006 avec, par exemple, On parle pas de celle-là. C'est interdit, j'ai déjà dit dans le podcast, on n'en parle pas. Allez, bon, c'est tabou, c'est tabou, arrête. mais justement, C'est pareil, ces détails, justement, ça. le Pardon. but est hors jeu, le but égalisateur est hors jeu, Oui, voilà. il est hors jeu, c'est un fait de jeu. Puis il y Et a un une fois joueur que qui marque son seul but dans toute sa carrière, le latéral droit, j'ai oublié son nom, j'en fais des cauchemars la nuit. Enfin, c'est vraiment oui, c'est comme tu disais, il y a leur jeu, puis il y a toujours un facteur de chance dans les finales. Thierry C'est Henry qui ça. fait, qui joue pour Chelsea, je te cite. ouais, et puis Thierry Henry qui a mis combien de poteaux dans sa carrière en finale, etc. C'est Giuliano Belletti, si jamais tu veux. oui, c'est ça, voilà. Je l'avais oublié, mais grâce à toi, je vais refaire des cauchemars. Tu sais, je revois la scène, je me revois au Stade de France et je revois la frappe au premier poteau avec Almunia qui ferme pas suffisamment l'angle au premier poteau. Cela dit, s'il avait pas marqué à ce moment-là, un autre aurait marqué plus tard. Donc, Ouais, n'ayons on pas de commençait regret. à. Le regret était à avoir sur d'abord l'expulsion de Jens Lehmann et la sortie de Bobby Pires parce que ça fait mal pour l'un et pour l'autre. Et ensuite, cette aberration qui est le fait que
Il y a penalty, il doit y avoir penalty pour le Barça. Ça fait 1-0, on sait jamais si, tu vois, peu importe. Mais on a un vrai match de foot à 11 contre 11. Là, on n'a pas de match, on a un vrai match de foot, mais dans des circonstances différentes. Et puis le but hors jeu. Mais cela dit, c'est pas scandaleux non plus, parce que Arsenal, par Freddy et par Titi, a l'occasion de mettre le but du chaos. Et je peux te dire une chose, c'est que Thierry, c'est le but qu'il regrettera toujours de ne pas avoir marqué. Hein. Ouais. Ça, alors là, je pense que c'est un truc qui doit le hanter. Ouais. Bah, enfin, je sais que Il- Robert il- Pires est aussi hanté par cette finale. C'est quelque chose sa sortie, qu'il a vécu, qui vit très mal d'être sorti comme ça pour son dernier match en finale de Bobby, Champions quand même, League. moi, je lui ai parlé avant le match, parce que c'est à l'époque où il sait pas encore s'il va partir à Villarreal ou pas. Hein. Ouais. Il a un vrai débat, et c'est Bobby, quoi. Dont tu parles d'un joueur qui est, pour moi, un exemple absolu de ce que doit être un professionnel, qui est vous autres fans des Gunners, je pense que pour vous, Bobby, il est pas loin d'être le numéro un dans la Ouais. cote effective. Oui, il est dans le top 5, facilement. D'ailleurs, on a eu la chance de le rencontrer avant le match contre Crystal Palace. Il était très, très abordable, très sympa. Oh bah c'est un ange. Ouais. Bobby Pires est un ange et ça a été un immense joueur, un immense joueur. Et c'est très très dur pour lui. Et je pense que c'est ça qui le fait basculer du côté de Villarreal plutôt que de rester à Arsenal. Parce que franchement, il se posait des questions. Et moi j'ai parlé à Bobby 3 jours avant la finale. Mm. Et il avait la proposition, mais il a un tel amour pour les Gunners que il se posait la question, est-ce que je peux rester, même s'il savait que son statut était plus compliqué, etc. Bon, il a pas loupé son coup, cela dit. Hein. Il a quand même fait de très 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 belles choses, de très grandes choses à Villarreal après ça. Il a fait une fin de carrière absolument superbe. Mais c'est vrai que c'est le match. C'est un match sur lequel un petit peu bascule, je dirais, Wenger, parce qu'il gagne la Ligue des Champions cette année-là. Qu'est-ce que tu as à dire? Ah bah En plus, c'était c'est l'un des plus grands, quoi. c'était alors entre deux générations. En plus, c'était la fin d'une certaine génération, même si ça avait Après commencé avoir déjà avant. battu la Juve, après avoir battu le Real, etc., c'est colossal. Mm. Et ça fait mal, quoi. Tu as 17 minutes de la victoire et tu te Mm. fais avoir parce que tu as ce démon de Henrik Larsson qui rentre en jeu, ou qui entre en jeu pour être précis. Au passage, un de mes joueurs préférés, hein, il est dans Mose de tous les temps, hein, Henrik Larsson. Et qui fait basculer le jeu, et tu as ce but qui est marqué alors que Arsenal est complètement carbo. Et bon, qu'est-ce que tu veux? C'est le destin. Mais ça reste un grand souvenir, cette aventure européenne d'Arsenal en 2006, hein, 2005-2006. Je veux dire, moi au Stadio delle Alpi, j'étais au Bernabeu. Je peux te dire que Et puis le dedans, but oui. de Titi et surtout la soirée derrière, la vache, c'est quelque chose. On revient un petit peu au présent. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle le top flop joueur dans le podcast. Bah, si tu pouvais nous dire tes deux trois tops, tes deux trois flops sur la saison écoulée pour l'instant. Ouais, c'est difficile parce que j'aime pas donner des flops parce que c'est. Bah, ça peut être des fois, c'est pas forcément des flops, c'est des peut mieux faire. Je m'attendais à mieux. C'est pas forcément qu'il est mauvais, mais tu t'attendais à quelque chose de plus, Bon, non, de plus. je pense que tu pouvais t'attendre. Alors, mais encore une fois, tu sais, c'est à modifier, moduler en fonction des circonstances. Il est certain qu'on attendait plus de Lucas Podolski. Cela dit, il y a des circonstances qui font que. On a quand même beaucoup parlé d'un échange possible, tu vois, au moment de l'échange De Draxler? de Draxler. C'est des choses qui n'auront pas nécessairement mis le joueur dans un état d'esprit idéal pour jouer. Euh, Ce- Petit Cela aparté, dit, j'ai l'impression que Wenger croit pas des masses en Podolski, que ça fait un moment que ça dure. je crois, C'est que mon avis, hein, c'est ce que je ressens quand je vois les matchs, quoi. je suis un peu comme toi et c'est pas un joueur dont je suis totalement convaincu en permanence. C'est un petit peu une déception. Au niveau des flops, je suis déçu par les prestations récentes de Nacho Monreal. J'attendais beaucoup plus de lui. Bon, Euh, il était dans nos flops au mois de janvier quand on a fait le bilan de mi-saison. bon, écoute, on est en accord là-dessus. Je suis déçu et je suis désappointé.
Euh, je suis un petit peu déçu par la baisse de régime de Santi Cazorla depuis quelque temps, où je le trouve moins performant et performant, même si je continue d'adorer le joueur, etc., etc. Donc voilà pour les joueurs. N'oublions pas qu'on a une équipe d'Arsenal qui, mine de rien, est largement au-delà de ce qu'on en escomptait au début de la saison. Je pense que c'est une chose qu'il ne faut pas quitter non plus des yeux. Je J'ai suis pas d'accord. mentionné le nom de Özil parce que je suis encore comment dire, en phase d'interrogation sur Özil. Mais moi, je pense que c'est une question de jeu. On en a souvent parlé, nous, parce que bon, bah, c'était un peu la recrue phare, mais c'est une question d'animation offensive autour de lui. C'est autant l'animation offensive autour de lui que le joueur en lui-même, je pense. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? On l'a vu hier. Il y Enfin, a ça, j'ai il y a regardé le ça. match hier en Allemagne. Quand il a du mouvement autour de lui, tu le sens, il est plus à l'aise, quoi. Et comme Arsenal, on a déjà dit, ça manque un peu de mouvement. Et depuis que Ramsey est plus là, tu le sens, il est moins bon, quoi. Ouais, il a peut-être. Et puis, non, mais il y a d'autres choses pour Özil. C'est, si tu veux, par exemple, les matchs avant le Bayern et même jusqu'au Bayern. Et là, je sais que je suis dans une minorité quand je dis ça. J'ai trouvé Özil plutôt bon. J'ai trouvé Özil plutôt performant. J'ai trouvé Özil plutôt imaginatif. Bah, Et contre Southampton, contre Manu, même contre le Southampton, Bayern, c'est bon, il loupe son penalty, mais oui, il il le a fait le provoque taf aussi. autour, quoi. Ouais, non, mais il le provoque aussi. Et puis, je sais pas, tu sentais un certain regain physique, tu sentais une volonté d'aller vers l'avant, de prendre des risques. Et bon, sans vouloir, je veux dire, il est pas surpuissant et il n'est pas le plus grand joueur de la planète, on le sait. Bon, mais je trouve qu'on est un petit peu sévère avec lui. Et n'oublions pas, quand tu arrives, euh, quand tu es passé par la Bundesliga au Werder, dans un schéma de jeu qui est quand même très particulier, celui de Thomas Schaaf à l'époque, que tu passes ensuite par un Real qui est conquérant en Liga, et toutes mes excuses auprès des auditeurs de ce podcast qui seraient des admirateurs de la Liga, mais bon, en Liga, c'est un championnat à 2, 3, 4 ou 4 niveaux, et en bas du tableau, il y a personne, mais personne. Je veux dire, le niveau est lamentable. Je veux dire, je la regarde, je suis pas fou. Et il est possible de briller. En plus de ça, tu as l'attitude des joueurs en déplacement au Bernabeu. Bon, c'est pas grandiose, les gars. Hein. C'est un peu du genre, si on en prend que trois, on est content, quoi. Mais C'est un peu beaucoup d'équipes de Première Ligue contre Manu il y a quelques années. Par exemple, c'est le cas de. Fulham, il y a quelques années, ils y allaient en disant bon les mecs, on en prend 3-4 et puis on arrête puis on retourne au vestiaire quoi. le Oui, non, mais classificateur. si tu vois la première ligue cette saison, c'est pas le cas du tout. Oui, oui, c'est pour ça que je disais Ça fait les même années des années que d'avant. c'est plus comme ça. Ouais. Ça fait même Oui, des ça années. fait un bout de temps, et je pense que tu regardes Sunderland qui est relégable en ce moment, tu les vois jouer contre Man City en finale de la Coupe de la Ligue, tu les vois jouer en championnat, tu te rends compte que c'est du sérieux, tu vois Crystal Palace jouer, Hum. tu te dis la vache, les mecs y croient quoi. Même Cardiff en début de saison, c'était autre chose Même quoi. C'était Cardiff en début de saison, et bon, t'as quelques exceptions, mais bon, le niveau de jeu moyen entre je dirais la huitième et la 17e place est extrêmement, extrêmement élevé et le plus relevé du championnat européen. Et il faudrait être aveugle et débile pour dire le contraire. Je suis certain que tu en trouveras qui diront le contraire. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Mais je pense on va un petit peu vite en besogne et il a encore comment dire, j'attends de voir. Je pense on est trop sévère vis-à-vis de lui. Pour ce qui est des tops, je pense que si tu regardes par les lignes, Chesney c'est bien. Hum. ouais, Franchement, il a mûri chez Chesney. oui, Il a franchi un palier quoi cette année, j'ai l'impression. vraiment, vraiment. La charnière Mertesacker Koscielny, pour moi, absolument aucun doute. Également très très Dernière. heureux de la façon dont Kieran Gibbs a progressé. Je trouve qu'il a vraiment fait d'énormes progrès, défensivement en particulier par rapport à ce qu'il était. J'ai des problèmes avec son placement moi. Je le trouve souvent, il est souvent en retard et heureusement il sait qu'il a une très grande vitesse Il a une telle ouais. vitesse, et ça fait partie des pas. Oui, certes, certes, mais ça fait partie des paris qu'il fait. Hum. Sinon Ramsey, bien évidemment. Je regarde, je passe les joueurs en tête dans ma tête.
Giroud, je suis pas du tout surpris parce que c'est un joueur dans lequel j'ai toujours cru, même si jamais c'est pas le plus grand avancement de la planète. Euh, on le sait, il le sait, il a ses problèmes actuellement, etc., etc. Mais tu regardes le rendement, tu regardes la participation au jeu, c'est quand même relativement impressionnant. Je suis super déçu par le fait que Walcott ait été blessé parce que il est en train de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Et puis il y avait une petite connexion avec Ozil, Oui, c'est avec ce qui est dommage, quoi. Ouais. et Giroud également. Mm. Et Giroud également. Euh, Oxlade-Chamberlain, je trouve que son retour de blessure a été plus que satisfaisant et plus que Ouais. prometteur. Ça faisait partie des sujets que je voulais te poser. C'est un peu l'homme du moment, Oxlane, quoi. J'étais Bah, sévère avec lui, mais en ce moment, c'est ouais, clairement non, l'homme bon, du je moment. sais pas toujours, mais il y a des moments où je le trouve frustrant. Et c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un joueur dont j'aime la capacité de percussion, j'aime l'intelligence et l'intelligence également. Il prend des risques lui aussi dans la transmission du ballon. C'est un joueur qui recherche la verticalité lui aussi. Mais si tu veux, il est dans un schéma de jeu qui n'encourage pas nécessairement le type de percussion dans lequel il serait peut-être le plus efficace. Je ne suis pas du tout persuadé. Les seules critiques que je me suis permises vis-à-vis d'Oxlade-Chamberlain, c'est que je pense qu'il n'est pas mûr pour un rôle dans l'axe. Je pense franchement qu'il n'est pas mûr pour ça. Bah, c'est vrai qu'au niveau de la vision du jeu, même le fait, il lève pas souvent la tête. T'as l'impression, il fonce un peu tête baissée. C'est ce que je lui reproche souvent. C'est un Mais joueur c'est un joueur qui provoque. mm, Et les joueurs qui provoquent, les joueurs qui ont le courage de provoquer, pour moi, c'est les plus importants. Tu vois, ça peut être Arjen Robben et Franck Ribéry au Bayern, ça peut être Alexis Sanchez ou Pedro à Barcelone, ça peut être Cristiano Ronaldo. Je te dis pas qu'il est au niveau de ces joueurs-là. Hein, je ne sois pas ridicule. Ça peut être Mohamed Salah au FC Bâle. Tu vois, qui est à Chelsea maintenant. oui, qui est à Chelsea maintenant. On l'a pas encore vu, mais bon. On attend de le voir à Chelsea, on l'a vu au FC Bâle. Ouais. Mais ça fait partie de ces joueurs qui vont provoquer, ces joueurs qui vont essayer de faire la différence dans leur couloir, qui sont aussi capables de faire le boulot défensivement, qui ont un gros volume physique. Pour moi, il en fait partie. En plus de ça, il est visiblement très très intelligent, il est très malin. Euh, Attendons de voir. Il a été blessé pendant quoi? Pendant 4 mois. Donc, attendons de voir. La façon dont il est revenu de blessure est remarquable. Attendons de voir ce qu'il va nous montrer. Et Dieu sait qu'il va avoir les occasions de le montrer parce que bon, la fin de saison d'Arsenal, c'est à la fois un rêve et un cauchemar, quoi. Tu vois le match qui reste, c'est hallucinant, quoi. Ça serait intéressant. Ouais. Pour le moins, on va voir, on va voir. Vince, t'avais une question à poser. Oui, donc Philippe en a déjà parlé un petit peu. C'est par rapport à Olivier Giroud qui a un petit peu en perte de forme, en baisse de forme récemment. Ouais, Je enfin, voulais savoir. t'as vu le match contre Sunderland, enfin, pas le match contre Oui, Sunderland. oui. Ouais, ouais. Enfin, le match, j'allais dire, t'as vu le match contre Sunderland, j'allais dire, tu as vu un petit peu la façon dont il est traité également, quoi. Ouais. Mais je voulais savoir juste te poser une question par rapport à lui, savoir si tu penses qu'il peut être, par exemple, la saison prochaine, est-ce que Wenger devrait continuer de s'appuyer sur lui comme premier choix en attaque à Arsenal? Ou est-ce que tu penses que Non, c'est non. pas assez bon? C'est pas que c'est pas assez bon, Pas, c'est que je suis pas certain pas point de assez vue tout bon. à fait personnel, je peux me tromper, hein. Je te dis Hum. pas que c'est pas assez bon. Je pense que c'est un joueur de haut niveau. Je pense pas que ce soit un joueur de très, 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 très haut Oui, niveau. voilà. Ouais. Mais soyons raisonnables et sachons où nous sommes en ce moment. Il est certain que si Luis Suarez avait été débauché au mois de juillet, Giroud n'aurait pas joué autant de matchs qu'il a joué cette saison. Ça, C'était pas pour l'associer à Giroud plutôt Suarez? Moi, C'est ce que dit Wenger, ouais, mais enfin, bon. c'est ce qu'on m'a expliqué en tout cas. c'est c'est ce que j'allais te dire. C'est que si tu penses en termes de remplacement, c'était compliqué. En termes de complémentarité, c'est autre chose. Ouais. Et que Giroud est un magnifique joueur de pivot et de premier relais, Ouais, ça y a aucun doute. qu'il te donne une solution lorsque tu es surtout face à des équipes qui pressent très haut. Tu as une solution toute trouvée, à savoir que tu as un mec qui est là, qui physiquement et techniquement est capable de pouvoir être Miser. là pour être le premier relais. Ouais.
Tu vois un peu la façon dont ça fonctionne à Liverpool en ce moment avec Sturridge et Suarez, même si Sturridge est un joueur d'un type différent par rapport à Giroud. Bien évidemment, physiquement, il est moins présent, mais il a une capacité de couverture du ballon, il a aussi un grand sens des appels, etc., etc. Tu vois la façon dont ça peut fonctionner parce que le système à deux attaquants dont on a dit depuis quelques années qu'il était obsolète, que c'était un truc qui appartenait au passé. Tu vois malgré tout, enfin je sais pas, je regarde un petit peu dans le football européen, je me rends compte que c'était pas si nul que ça, si tu veux que même si jamais on l'interprète de façon différente, euh, il y a encore beaucoup de clubs qui utilisent ce type de système, à savoir avec deux pointes, mais des pointes qui permutent. Oui, Et c'est un oui. système beaucoup plus fluide. Et je peux imaginer Giroud, je pense qu'il est un petit peu victime de son physique. Les gens le voient, tu vois, du genre plus de 6 pieds 3 pouces, costaud dans le jeu aérien, etc. Ils se disent, oui, bon, c'est un relais, c'est un point de fixation, c'est un pivot. Tu le vois dans le jeu, c'est beaucoup plus que cela. Et tu peux Il y a l'imaginer quelque avec chose dont on parle pas. En général, les gens parlent pas. C'est son jeu, c'est son jeu sans ballon. Et spécialement quand il y avait Ramsey juste, derrière lui en box to box, on l'a euh, vu que les appels de Giroud est vraiment de laisser beaucoup de place pour Ramsey. C'est l'une des raisons Oui, voilà, ouais. du bon allez, début de saison de Ramsey. parce qu'en plus de ça, quand tu es défenseur central, tu as deux défenseurs centraux sur Giroud, Ouais. tu vois Giroud faire son appel. Bon, d'abord, tu sais que dans le 1 contre 1, dans le jeu aérien, Giroud va généralement l'emporter. Mm. Donc, tu as les jetons. Donc, l'autre défenseur central, immédiatement, se dit, il faut que je sois placé de telle façon que si Giroud parvient à contrôler le ballon, à conserver le ballon, il faut que je sois là pour être en aide. Donc, si jamais tu as un runner, comme on dit en anglais, Mm. qui soit près de Giroud, soit qui vienne du milieu de terrain et qui soit proche de lui, qui puisse récupérer le deuxième ballon, comme on dit encore en anglais, tu as un problème de positionnement. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de suivre le deuxième runner ou tu essaies d'être là en couverture de l'éventuelle erreur ou manquement de ton premier défenseur? C'est un vrai problème, ça. Mm. Et tu vois ça. Alors bon, ne parlons pas de Suarez parce que dans les déplacements, lui, c'est un génie. Je veux dire, c'est le génie absolu. Mais tu vois ça avec justement un Ramsey qui va arriver du milieu de terrain et qui va être dans cette poche d'espace, qui va être laissé devant les deux défenseurs centraux. Comme son positionnement original est un positionnement de 8 ou de 6, pas véritablement 10, tu te demandes quel joueur doit le couvrir. Donc tu laisses cet espace, ce triangle, ce rectangle en face du back four dans lequel tout se passe. Le terme, c'est pas Shadow Striker? Oui, Shadow Striker, oui, attaquant de l'ombre, c'est pas mal. Mm. Mais Ramsey, il n'est pas Shadow Striker, il est quand même, il reste un milieu de terrain malgré tout. Hein. C'est un milieu de terrain et c'est un milieu de terrain dont le positionnement évolue énormément. Il a joué en milieu défensif, il a joué en 8, il a joué en 10, il a joué sur le côté droit. C'est un joueur polyvalent, mais surtout dont les appels sont inattendus, qui a une grande liberté de manœuvre dans cet espace. Pour une équipe comme Arsenal, qui généralement a entre 55% et 60% de possession du ballon, ça veut dire que tu vas jouer beaucoup dans les 40 mètres adverses. Donc, et un joueur comme Ramsey, sans être un électron libre et aussi offensif qu'un joueur comme Cazorla, par exemple, ou Özil, est un joueur qui va être hyper difficile à shadowing, c'est-à-dire pour en être l'ombre. Mm. Donc, ça veut dire qu'il va créer, en effet, un espace de passage du ballon pour Giroud comme point de fixation. Et ça veut dire aussi qu'il va donner quelque chose que d'autres joueurs, Cazorla qui est un joueur plus offensif, Özil qui est un joueur plus offensif, et on peut décliner ça sur toute l'équipe, vont donner. En sens qu'il arrive de zones en ce sens que le joueur qui va le regarder et s'assurer de le couvrir est un joueur qui va devoir dézoner Oui, voilà. complètement pour pouvoir le couvrir. C'est compliqué. Et du coup, il se retrouve dans des positions avec plus d'espace que d'autres joueurs. Le seul équivalent serait Wilshere, qui est un joueur qui peut également jouer avec cette liberté de manœuvre à Arsenal. Donc, si tu veux, tu me dis qu'il va revenir pour quoi? Pour le match contre qui? Normalement, il est dans le groupe contre le Bayern ou Tottenham.
Tottenham Donc il sera France sur le Nice. banc, je pense. Ouais, ok. Non, ben, alors, je t'avoue que si on commence le match contre le Bayern comme on l'a commencé au match aller et que Ramsey peut rentrer à la fin, je dis pas que j'y crois, hein, je dis qu'il peut se passer un truc. Non, non, mais c'est le Bayern, c'est le Bayern. Ah, j'étais là l'année dernière, j'ai vu les 2-0 depuis le stade, depuis, je me dis que tout est possible. C'est toujours difficile pour les clubs qui mènent au match aller. Ils savent pas s'il faut attaquer ou défendre, donc on sait jamais. Ce qui s'est passé contre Naples au match retour, un peu, quoi. Ouais, mais Ouais, au match retour, bon, qui était même bon, qui était pourri, et puis bon, Ouais. ouais. le deuxième but de Naples est marqué dans les dernières minutes de jeu, ça n'a plus aucune importance. Enfin, entre guillemets, ça a de l'importance parce que ça t'évite de finir second de ton groupe, mais le match avait été très très bien géré jusqu'à l'ouverture du score. Je sais bien qu'on va me dire, oui, mais ils ont ouvert le score. Ok, les gars, mais La première mi-temps, je l'ai trouvé bien, et puis la deuxième, la première mi-temps pour moi c'était la meilleure mi-temps qu'Arsenal avait faite à l'extérieur en Ligue des Champions. ouais, c'est Je possible. n'invente rien. C'est vrai que Dortmund, j'étais au stade, c'était poussif, on a gagné, mais c'était très poussif. Oui, au niveau de la qualité du jeu et du contrôle du jeu. Si tu parles de contrôle, tu parles pas de fait de jeu, parce que tu peux à ce moment-là remonter au match contre l'Inter, au Stadio Olimpico, c'était en 2003, hein, c'est ça? Mm. Ouais, Le 5-1 qui est complètement d'ailleurs vaseux au niveau du résultat parce que ça n'indique absolument rien ce que le match a été, mais tu vois un match beaucoup moins contrôlé que ça a été le cas contre Napoli. Et tu vois les résultats, tu te dis putain, je choisis le 5-1 à tous les coups. Mais bon, tu regardes le match au niveau purement technique, tu te dis la première période d'Arsenal au San Paolo, c'est parfait, c'est absolument parfait. Tu vois, tout est en place. C'est vraiment Il manque plus que les buts. quelque chose que tu aimes pour ton équipe, c'est lorsque tu te sens calme et tu te dis, il n'y a pas de problème, tu vois. Le mec déborde sur le côté gauche, on sait que ça va rien donner. Le mec fait ça, il dribble trois joueurs, on sait très bien que ça va rien donner, etc. C'est ça, genre, et tu le sens. Et je l'avais senti au San Paolo et bon, le résultat nous a donné oui. tort, certes, Avec mais un coup de génie d'Higuaín sur paire, hein, il faut le. ouais, non, absolument, absolument. On m'a posé une question, c'est bon là en ce moment les sujets du moment c'est un peu la prolongation de Paire et Rosicky qui sont officiels, Oui. Ramsey c'est en cours, Ramsey et c'est fait, Ramsey c'est ah fait. Ramsey c'est fait, c'est officiel? C'est Ramsey pas encore s'est fait officiel, mais avec Ramsey, ça faisait partie de la prolongation l'automne dernier avec Jenkinson, Ah Wilshere, oui, s'il faisait une bonne Gibbs. saison, il était augmenté, c'est ça, hein. Voilà. S'il retrouvait son niveau, il était augmenté, ouais. Et puis bah les sujets du moment, bah c'est Sagna et Wenger. Tu peux nous en dire deux mots? Wenger, non, j'ai rien à dire dessus parce que c'est acquis du point de vue du board et donc on attend le bon timing. Même si je sais qu'il y a beaucoup de Ouais. rumeurs qui circulent là-dessus, mais moi je veux pas m'exprimer sur le Est-ce que sujet. tu penses que c'est une bonne chose qui prolonge Arsène? Alors, écoute, Ah, tu sais, nous lundi, on avait un un anti-Wenger qui était très explicite moi, sur je suis sur son complètement avis. avec les gens du Arsenal Supporters Trust, dont je fais d'ailleurs partie, à savoir que le bilan de Wenger est 80% positif et qu'il y a 20% sur lequel on peut questionner, et on a le droit de le questionner, et on a raison de le questionner, et on a raison par moment d'être frustré par certaines choses, qu'il y a des aspects de son management qui ne nous séduisent pas. Cela dit, 80% de son bilan est largement positif. Je vois pas où est le problème. Et je te dis pas que Wenger soit irremplaçable. Je me suis exprimé en public sur la question. Euh, il y a même, je me souviens même, il y a 6 mois de ça, ou 8 mois, ou 9 mois de cela, j'étais à une réunion du trust des supporters d'Arsenal et où où je disais très clairement, si jamais Wenger partait demain, ce ne serait pas une catastrophe. Il y a d'autres entraîneurs qui pourraient prendre sa place. Et j'avais indiqué parmi les entraîneurs possibles Roberto Martinez, qui reste un de mes favoris pour prendre la succession à l'Emirates. Je l'ai dit en public, je le redis aujourd'hui. Cela dit, si Arsène Wenger reste en place, ce n'est absolument pas une catastrophe, bien au contraire. Bien au contraire. Je pense un peu comme toi. S'il s'en va et qu'on remplace par rapport à Martinez, il n'y a pas de problème. S'il reste, il n'y a pas de problème non plus. Enfin, Exactement, voilà, exactement. j'ai un peu le cul entre deux chaises, quoi. Non, mais bon, soyons raisonnables. Il y a des choses qu'on voudrait voir Wenger faire, il y a des choses qui peuvent nous frustrer, mais il y a aussi beaucoup de très très bonnes choses qu'il a faites. Euh, Lorsqu'il a fait revenir Flamini, personne n'aurait dit que Ah, c'était une grande idée. ouais, j'étais dans le cas aussi. Je voulais pas trop le voir et puis au final, je suis mais alors ébloui par ce qu'il fait avec nous, quoi. Exactement, exactement. Et Ébloui est le mot vraiment parfait, quoi.
N'oublions pas que toutes les bonnes choses qu'Arsenal a montrées cette saison, même si jamais il y a des limites qui sont encore sensibles aujourd'hui, et si ce sont malheureusement les mêmes limites qu'on a senties depuis beaucoup de saisons, et je crois que c'est le principal problème qu'ont les supporters d'Arsenal aujourd'hui, à savoir qu'ils se disent oui, mais les questions dont on parle aujourd'hui, les problèmes dont on parle, les murs contre lesquels on se fracasse la tête, ce sont les mêmes contre lesquels on se fracassait la tête il y a 2, 3, 4, 5, 6 saisons de cela. Et ça, Euh, c'est éternel et ça ne change pas. Mais d'un autre côté, reconnaissons le fait Progrès. que Arsenal a la chance d'avoir à sa tête quelqu'un qui a une vision du jeu, du club, qui a un sentiment d'appartenance au club et de fidélité et qui a créé qui a contribué à créer, recréer, revigorer l'identité de ce club et que ça sera très compliqué de venir après Wenger. Ça sera pas aussi compliqué que venir après Ferguson, ça c'est autre chose. Mais sujet dont on débattra plus tard, parce que là j'ai plus le temps. Euh, mais je te dis 80%, je suis 80-20, donc 80-20 ça va beaucoup mieux que 20-80. Si Wenger reste en place et signe un nouveau contrat de 3 ans, je vais pas aller pleurer et m'arracher les sourcils. Ça serait aberrant. Je veux dire, le club est compétitif au niveau européen, le club économiquement est dans une situation extrêmement favorable. Le club est toujours dans des, je veux dire, il y a des choses que je regrette, mais elles seront des choses que qu'Arsène lui-même regrettera également. Je souhaiterais qu'il soit davantage compétitif au niveau du championnat, au niveau de la Ligue des Champions. Cela dit, les gars, je suis le premier à parler de Liverpool comme ayant une chance en championnat. Je vous signale qu'il est au même nombre de points du leader qu'Arsenal. Hein. Justement, tu parlais du championnat. Là, on a un mois de folie. On l'a déjà dit. Everton en FA Cup, Bayern, Tottenham, Chelsea, City, puis Mais c'est très Everton. peu, les gars. Je pense que c'est là aussi où il faudrait être non pas objectif, mais là il faut devenir fan de foot et se dire que la vache, on Ah, est à la veille d'un mois où on va être vraiment, on va avoir affaire au plus grand club dans notre pays en Europe. C'est excitant, non? ah C'est bah, mais clair. clairement, non, mais c'est ça. Mais justement, je voulais savoir Par contre, pour les nerfs, c'est compliqué. comment est-ce que tu voyais un peu Si souvent jamais, comment si tu. c'était pas compliqué pour les nerfs, putain, ça servira à quoi d'être Ah oui, Mais exactement. Ouais. justement, je voulais te poser la question si Vous aimez le foot, ouais, quoi. bah, s'il faut priorité sur le par exemple la FA Cup ou alors La FA Cup est une Un priorité. piège. Non, 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 Ouais. la FA Cup est une priorité. Il faut mettre la grosse équipe contre Everton. donc samedi on aura la plus belle des équipes possibles Je en dehors des l'espère. blessures. Je Ouais. l'espère. Puis Je l'espère. Ça sera bien ensuite. sur Sagna la prolongation, t'as pas touché de mots, tu le Écoute, sens si comment jamais, quoi? franchement les gars, vous êtes un peu vaches parce que si jamais j'avais des news toutes fraîches sur la prolongation ou pas Non, de mais ton ouais. ressentiment, je me doute bien que tu vas pas. Écoute, Mais mon sentiment, c'est le fait qu'il faut offrir un nouveau contrat à Sagna. C'est le fait que cette saison, malgré sa situation personnelle qui est compliquée parce qu'il a le droit de négocier avec qui il veut, j'ai pas vu un Bakary Sagna qui soit déboussolé, qui soit en pré-vacances ou en pré-retraite. J'ai le sentiment contraire. J'ai le sentiment d'un mec qui se bagarre à tous les matchs, d'un type qui est une influence très saine au sein du vestiaire. D'un type qui est peut-être plus au niveau tout à fait où il était en 2007 hein, ou en 2008, ça c'est possible, où il était l'un des meilleurs arrière-droits de la planète, hein, franchement. Il est plus tout à fait à ce niveau-là, mais franchement, faites l'effort, les Gunners. Et moi, ce que j'entends, c'est que l'effort a été fait. Maintenant, c'est une décision pour Bakary. Et voilà. si tu Ouais. devais dernière question, si tu devais faire un petit pronostic sur la position d'Arsenal en fin de championnat avec une FA Cup dans le coin, qu'est-ce que tu nous donnerais? Écoute, si jamais je suis complètement objectif, si jamais je suis fan, je continue d'espérer. Si je suis complètement objectif, je pense que la troisième place me paraît décrochable. Ce sera très très compliqué vu le calendrier, vu ce qui va être demandé d'Arsenal, de terminer plus haut. Euh, je vois une équipe de Liverpool qui est hyper séduisante à beaucoup d'égards, a en effet un calendrier un petit peu plus favorable pour ce qui est de l'Europe, bien évidemment, puisqu'ils n'y sont pas. Mais je vois aussi une équipe de Liverpool qui va devoir se colter 2 matchs absolument énormes contre Chelsea et Manchester City. Je ne sais pas comment ils vont les vivre. N'oublions pas que c'est une équipe de Liverpool qui s'en est tirée par le bout des dents contre Swansea
ils se sont tirés. Contre Fulham aussi, hein, Ouais, ouais, 84e, un ouais, péno et tout, c'est... ça a été plus compliqué qu'il y est paru et on peut en effet, sur la durée, on peut continuer comme ça sur la foi, sur l'énergie et c'est chouette d'avoir une équipe de Liverpool qui est là au premier poste. Ça fait du bien au championnat d'Angleterre, ça le revigore. Mais non, je continue de penser que la troisième place est largement possible. Surtout que la fin de calendrier, les gars, vous avez vu les 6 derniers matchs. Ouais, les 5 derniers matchs du Ouais. championnat, normalement, c'est 15 points, quoi, hein, c'est... A priori, oui. A priori, oui. Normalement. Enfin, Normalement, tu dois la je suis Goodison bien Park, je d'accord, crois, quand même. normalement. Et Dieu sait que dans ce championnat d'Angleterre, le normalement, on devrait l'évacuer. Mais si tu veux, si tu juges ça de manière objective, tu te dis, OK, il y a un mois de mars et un début du mois d'avril très compliqué à gérer. Après, ça se décante et tu peux penser en effet que Arsenal soit capable de refaire une partie de son retard si jamais retard il y a. Euh, mais malgré tout, je persiste à penser que Manchester City est devant. Ouais. C'est une question d'effectif, c'est aussi bête que ça sur un championnat. Ouais. Et que Chelsea, ce que je vois depuis des mois maintenant, après un début de saison qui a été ignoble sur le point de vue jeu, Ah, ça... euh, ça a été ignoble. Mais tu vois un Chelsea qui a eu aussi un très très bon recrutement au mois de janvier. Matic est un super joueur. Mohamed Salah est également un très très bon joueur qu'on verra à mon avis avant la fin de la saison qui va permettre à Chelsea de faire souffler un petit peu certains de ses attaquants. Tu as beaucoup de permutations possibles dans le milieu de terrain. Tu as une défense qui est très très solide. Tu as deux très bons gardiens. Euh, non, tu vois ces deux-là a priori finir devant. Et puis Arsenal ensuite prendre la suite, le sillage de ces deux clubs. Si jamais ils vont plus loin, tu m'enverras absolument ravi et on sablera le champagne ensemble. Mais si ça n'est pas le cas, je ne serai pas non plus hyper Et en déçu. termes de FA Cup, ton... Oui, FA Cup, il faut y croire, hein, il faut y croire. Ouais. Je dirais Everton, ça va être compliqué parce que c'est une très très bonne équipe d'Everton avec un entraîneur que j'adore et que j'admire, qui est une équipe d'Everton qui a envie de trophée, pour laquelle Martinez va faire le maximum en Cup, pour laquelle Martinez va mettre également la grosse équipe. Il Ouais. l'a fait Il y a précédemment. Miralas qui a dit que c'était le match de la saison pour eux. Ouais, mais absolument, il a raison. Et ce sera le match de la saison peut-être pour Arsenal également. Si jamais Arsenal se fait taper contre Everton, ça fera très mal. Mais je te remercie Philippe d'être venu, hein, c'est un grand plaisir. Tu sais que tu viens quand tu veux. Puis je remercie Vince qui m'a aidé pour cette interview ce soir. De rien. De Donc rien, Arsenal merci Supporter beaucoup, Club Philippe. Ok France les gars, podcast. Et puis nous on se retrouve lundi. Bye bye. ciao Ciao. ciao.